Donc chimie, il va toujours chimie 1 et c'est le chapitre 2 qui s'appelle cinétique chimique ou étude des vitesses de réaction, comme vous voulez. Chapitre 2, cinétique chimique. Donc c'est un chapitre qui est assez court, c'est un chapitre très technique. Enfin, très technique, avec vraiment de la technique plus qu'autre chose. C'est pas très compliqué en tant que tel. Et donc on va faire les premières définitions au départ. Et voilà. Donc description, enfin on va faire base de la cinétique chimique. Voilà. On a. Attendez, le D c'est donc. C'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après encore. C'est ça. Et donc on est parti. Hein. Définition. Alors en fait, ce chapitre est un peu la conséquence naturelle du chapitre précédent. Puisque si vous vous souvenez bien du chapitre précédent, on a découvert une espèce de paramètres, d'accord, qui permettent de décrire la façon dont une réaction se déroule. Ce paramètre, c'était xi, si vous vous souvenez, pour l'avancement, ou x pour l'avancement volumique, et c'est vraiment une espèce de barre de progression, d'accord, qui varie entre 0 et xi max, globalement, et qui vous dit finalement à quel point votre réaction a avancé. Et bien en fait, comme vous avez un paramètre universel qui vous raconte comment une réaction avance, eh bien vous pouvez en fait vous dire, mais si jamais j'arrive à étudier les variations de ce truc-là en fonction du temps, eh bien ça va vous donner la vitesse à laquelle la réaction avance, tout simplement. Et c'est ça la base de la cinétique chimique. Grosso modo, c'est pas extrêmement compliqué. Et donc en gros, de la même façon que, alors si vous voulez faire une analogie avec la mécanique, xi c'est un peu la, ou x c'est un peu l'abscisse curviligne. C'est grosso modo de combien vous avez avancé sur une courbe. Et la vitesse, c'est la dérivée de l'abscisse curviligne. En Freinet, je vous rappelle que c'est ds sur dt. Et en fait, c'est littéralement la même chose en, en cinétique chimique. Et ça va se passer extrêmement bien comme ça. Donc on est parti, on a une première définition qui est assez simple. C'est la définition de la vitesse globale de réaction. Donc on est parti. Hein. Donc, soit une réaction décrite par une équation bilan d'avancement xi. Donc je vous rappelle que xi est essentiellement dépendant de l'écriture de l'équation de bilan. D'accord. Donc il faut impérativement passer par l'équation de bilan pour ça. On définit la vitesse. Donc le vrai nom c'est vitesse globale, mais en général pareil on ne le dit pas. De réaction par grand V est égal à dxi sur dt. Quelles sont les unités de ce truc-là, donc a priori, si je le mets en unité standard, c'est effectivement des moles par seconde, tout à fait. C'est des moles secondes moins 1. Voilà. Alors, premier problème de notation, vous le voyez tout de suite, c'est V, d'accord. Donc ça, c'est une première truc. En cinétique, on note souvent le volume grand oméga, d'accord. Donc on change la notation du volume pour éviter d'avoir des problèmes. Alors très souvent on utilisera un petit v pour la vitesse, ça va venir assez vite et donc on peut jouer avec les deux notations. Mais globalement, faut un peu se méfier. D'accord. Alors de la même façon qu'on peut passer de l'avancement à l'avancement volumique, on va avoir exactement les mêmes contraintes. D'accord. Et on peut passer à la vitesse volumique de réaction qui va tout simplement être quoi à votre avis? Qui sera effectivement V sur oméga ou la dérivée de... Ouais. Oui. Oui, oui. Si on passe au volumique, oui, on va dériver x tout simplement. D'accord. Sans problème majeur. D'accord. Donc, il y a une condition pour ça, il faut que le volume soit constant. D'accord. Si le volume total est constant,
définit la vitesse volumique de réaction par petit v est égal à d de x sur dt. Et en fait, ce truc-là, si vous avez envie, ça vaut tout simplement en fait la vitesse divisée par le volume total, à savoir oméga. D'accord ? Alors majoritairement, la relation qu'on utilisera, c'est essentiellement celle-là pendant l'intégralité de ce chapitre. D'accord ? Puisqu'on va s'intéresser essentiellement à des solutions aqueuses et à des solutions aqueuses et des solutions aqueuses comment dire, avec des volumes constants sans problème majeur. Donc là, il n'y a pas de souci. Alors, on a une petite conséquence là-dessus. Si l'équation bilan s'écrit de cette façon-là, alpha A1 plus gna gna gna, vous vous souvenez de cette alpha n à n, équilibré avec bêta 1 B1 jusqu'à bêta P BP. D'accord ? Alors en fait, on a une relation assez simple. On a que, vous vous souvenez, X, c'était quoi là ? Enfin, pardon. On a que la concentration de l'espèce I, vous vous souvenez ce que c'est ? C'est l'équation du tableau d'avancement, globalement. Ouais. Oui, mais c'est pas ça qui m'intéresse. En fonction de l'avancement. Oui. Effectivement, c'est la concentration initiale. Il n'y a pas de moins. C'est un plus. Hein. Plus nu fois x, d'accord, qui est la relation que vous avez appliquée à plusieurs reprises ce matin en TD dans les tableaux d'avancement. D'accord, version volumique. En fait, cette relation. Donc, ce qui se passe, c'est que si x dépend du temps, nécessairement ci dépend du temps. Et on a deux trucs sympathiques, c'est que la concentration initiale est essentiellement constante et que le coefficient stoichiométrique est lui aussi essentiellement constant. Autrement dit, si je dérive ça par rapport au temps, je vais avoir une expression extrêmement simple. Donc, et ça c'est la formule qui m'intéresse maintenant. Donc, on est parti. La dérivée de la concentration du constituant I par rapport au temps vaut tout simplement en fait nu I multiplié par dx sur dt. Alors ça c'est extrêmement important parce que ceci ne dépend pas de l'écriture de la réaction. C'est un vrai paramètre physique, c'est la façon dont la concentration varie. Alors que ça c'est un paramètre physique, mais vous voyez comme remultiplié par nu I, ça remet un peu toutes les pendules à l'heure dans cette histoire. J'ai oublié de parler des unités de ça, peut-être que je l'écrive. C'est quoi les unités de ce truc ? C'est les moles par litre par seconde, effectivement. Si vous voulez l'écrire, c'est pas obligatoire. Voilà. Excusez-moi, j'ai oublié ce bout-là. D'accord ? Alors, associé à cette relation-là, il y a un tout petit peu de vocabulaire. Si I est un produit, d'accord, on va dissocier. En fait, c'est la vitesse d'apparition du produit, c'est positif. On est d'accord là-dessus, ça vaut bêta I fois dx sur dt. Alors, ça, c'est à la fois du vocabulaire. Voilà. Donc, si I est un produit, d de ci sur dt est sa vitesse d'apparition et vaut tout simplement d de ci sur dt, donc v apparition de I, c'est un petit v, est égal à d de ci sur dt, et ça vaut tout simplement bêta I fois petit v. D'accord ? Puisque nu I vaut bêta I dans le cas d'un produit. Alors, il y a une petite subtilité pour les réactifs, c'est que le caractère négatif de nu I fait qu'en fait, le d de ci sur dt pour un réactif est négatif. Normal, ça descend, d'accord ? Ça se voit aussi parce que nu I est négatif. Et donc, en fait, si on veut trouver la vitesse de disparition d'un réactif, comme c'est une grandeur positive, on va devoir mettre un signe moins dans cette histoire. D'accord ? Voilà. Donc, c'est juste une petite subtilité, c'est pas très grave.
si I est un réactif, alors moins de dci sur dt est sa vitesse de disparition et en EVO. Alors, V disparition, c'est égal en fait à moins dci sur dt par définition. Et en fait, vous voyez que ça va être moins UI dx sur dt, mais en fait, moins UI, c'est alpha i. Si vous vous souvenez de la définition des coefficients stoichiométriques, donc ça va être alpha i facteur de dx sur dt. Voilà. Donc c'est juste du vocabulaire un peu différent pour parler à peu près de la même chose. D'accord ? C'est juste que si on vous parle de vitesse de disparition d'un réactif, il faut penser à, il faut ramener à une vitesse qui va être essentiellement positive. Oui, je t'écoute. Alpha IV, pourquoi V? Ah oui, pardon, c'est d'ailleurs ce que je voulais faire. En fait. Aucun problème. On est d'accord là-dessus, c'est bon? Voilà. Alors la question, je complète ici, puisqu'en regardant les questions de cours, elles sont structurées un tout petit peu différemment. Si vous avez envie de noter la version vraiment question de cours, c'est ça. Vous voyez que c'est littéralement la même, mais en version machin. Donc si vous voulez, voilà, dans les questions de cours, c'est celle-là qu'on vous demande, mais c'est littéralement la même. D'accord. Voilà. Divisé par du i, dx sur dt, c'est v, donc il n'y a pas de problème déjà. On est clair là-dessus? Donc ça, c'est la partie, entre guillemets, cinématique de la cinétique chimique. C'est la même chose que d'habitude. Vous décrivez un système et c'est comme ça que ça se décrit. Ça se décrit essentiellement avec la dérivée de l'avancement par rapport au temps. Il n'y a pas grand-chose de plus, c'est un peu terminé. Alors, jusqu'à présent, comme d'habitude, quand on fait que de la cinématique, on n'a pas fait grand-chose. On a juste en fait dit que si ça dépend du temps, et donc on peut le dériver, parce que c'est probablement continu cette histoire, et puis terminé. D'accord ? Voilà. Donc, maintenant, il va nous falloir des modèles. Et ça, on va commencer à faire 2-3 trucs. Et donc, on va parler de réaction à ordre. Alors, ce chapitre a été un peu tronqué de ce qu'il était avant. Et donc, l'intérêt pour vous de ce truc-là va rester quand même relativement obscur. D'accord ? Simplement parce qu'il manque l'application de ça. En fait, il s'avère que l'étude de la cinétique des réactions vous donne accès en fait au mécanisme moléculaire, sur la façon exactement comment ça marche, molécule par molécule. Et ça, c'est un truc qui n'est plus au programme de MPSI, c'est encore au programme de PCSI, mais c'est plus au programme de MPSI, ce qui est bien dommage parce que c'était, écoute, ça rendait le truc un peu intéressant. Donc là, je dois rebalancer le modèle qu'on utilise. En gros, l'idée est la chose suivante. On va essayer de comprendre quand même. Je vous rappelle que la physique est faite de modèles, d'accord, globalement, et qu'on essaie souvent de faire les modèles les plus simples. D'accord ? Je vous rappelle également, et ça on va en discuter, qu'une réaction chimique n'est que le résultat d'une quantité considérable de choc entre des particules, d'accord ? Et en fait, la vitesse à laquelle ça se déroule est essentiellement liée à la probabilité que vous ayez ce qu'on appelle un choc efficace. D'accord ? Donc la probabilité qu'on ait un choc efficace, c'est pas très compliqué, c'est la probabilité qu'on ait un choc, d'une part. Et deuxième chose, que ce choc se fasse dans une configuration tant énergétique que géométrique qui fasse que, grosso modo, au lieu que vos deux molécules rebondissent l'une sur l'autre et repartent chacune d'où elles sont venues, qu'en fait, elles fassent une réaction chimique à liaison et en reforme. Vraiment, c'est uniquement ça, une réaction chimique. Donc, l'idée de faire un modèle, c'est relativement simple, c'est de dire, ok, en fait, je ne notais rien pour l'instant, on va essayer de le construire ensemble, d'accord ? Et je vais dire, ok, pour l'instant, j'imagine une réaction de type A plus B, d'accord ? Voilà. Sans coefficient stoichiométrique, sans rien, c'est juste qu'une molécule A va rencontrer une molécule B et on ne sait pas trop ce qui va se passer, d'accord ? Alors déjà, on voit bien que le fait qu'une réaction chimique se fasse, a priori, dans un modèle aussi simple que ça, ne dépend pas des produits. La question, c'est est-ce que les réactifs se rencontrent, point barre. D'accord ? C'est ça l'idée. Et une première idée, c'est de dire en fait que cette vitesse va être proportionnelle à la concentration de A et à la concentration de B. D'accord ? Parce que plus la concentration est élevée, et plus la
probabilité de rencontre est élevée. D'accord? Voilà. Donc ça, en fait, la première idée, c'est de dire, en fait, finalement, la vitesse, ça va s'écrire comme ça. Une constante K multipliée par la concentration de l'espèce A multipliée par la concentration de l'espèce B. C'est pas absurde. On voit bien que s'il n'y a pas de B, ça ne marche pas. S'il n'y a pas de A, ça ne marche pas. Et plus vous augmentez les deux ensemble, en fait, plus ça va marcher. Alors ça, c'est la version naïve du problème, et c'est pas une version qui est absurde, mais en fait, il s'avère que quand vous avez, par exemple, des réactions multiples, il peut arriver, en fait, que dans les mécanismes, A plus B, en fait, se passe pas exactement comme ça. En fait, souvent, A plus B, vous avez d'abord, par exemple, A qui rencontre A, qui se casse en deux, et puis ensuite A qui rencontre B, et qui va faire la réaction. Donc, en fait, souvent, vous pouvez avoir qui va créer, par exemple, un truc intermédiaire comme ça, et puis A étoile qui va rencontrer B. Souvent, dans les mécanismes, c'est ça qui se passe. Vous avez, en fait, plein d'étapes. C'est extrêmement rare que vous ayez une réaction chimique dans une équation de bilan qui se fasse moléculairement exactement comme elle est écrite. Très souvent, en fait, vous avez un nombre d'étapes qui peut être extrêmement élevé. D'accord? Je ne parle même pas du fait que vous pouvez avoir des étapes qui bouclent. D'accord? C'est ça qui fait des réactions extrêmement rapides. En général, c'est des étapes qui recréent les objets qui bouclent. D'accord? Ce qu'on appelle les phases de propagation. Vous voyez que dans un mécanisme comme ça, en fait, la contribution à la vitesse, ça ne va pas être en A, mais en A carré. Parce que c'est simplement la concentration de A multipliée par la concentration de A. D'accord? Et ça, je peux généraliser à peu près à tout et n'importe quoi. Autrement dit, en fait, il s'avère qu'un modèle qui va pouvoir encaisser ce genre de choses, c'est un modèle où, en fait, au lieu de faire le produit des concentrations, vous allez faire le produit de concentration à une puissance donnée. D'accord? Voilà. Et ces puissances, vous n'avez aucune idée de ce qu'elles valent, en fait. Ça dépend essentiellement du mécanisme sous-jacent à votre grandeur, mais grosso modo, si vous voulez avoir un mécanisme qui est un peu plus général et qui soit capable de couvrir cette éventualité, et ben en fait, on va le mettre comme ça. Okay, et bien ça, en fait, c'est ce qu'on appelle... Donc, alors, toutes les réactions ne fonctionnent pas comme ça, il y a des réactions plus compliquées. En particulier, il y a des réactions où les réactifs vont intervenir parce qu'en fait, imaginez que A étoile soit capable de réagir, par exemple, avec A pour redonner un autre truc, ben, en fait, ça va casser la vitesse parce que ça va consommer du A alors que A devrait partir dans l'autre sens. Vous avez plein de trucs bizarres qui peuvent se passer. D'accord? Donc, vous pouvez avoir des modèles extrêmement compliqués. Mais en fait, le modèle le plus simple, c'est celui-là. C'est celui où, grosso modo, on va dire que la vitesse est proportionnelle au produit des concentrations des réactifs avec une puissance qui, en général, ne sera pas très grande. D'accord? Alors, pour diverses raisons d'ordre mathématique, souvent, cette puissance est une puissance demi-entière. D'accord? Entre 0 et 4, quoi, globalement. Ça peut être un demi, ça peut être 1, etc. D'accord? Alors, ça peut être des choses très très bizarres, mais c'est ça le modèle de base. Ce truc-là, sa tendance s'appelle une réaction à ordre. Donc, on crée un modèle, et on dit, grosso modo, on espère que cette réaction est à ordre, mais on va essayer d'étudier pour trouver justement l'ordre de réaction et tous les paramètres, à savoir les valeurs de Q et la valeur de K. C'est l'intégralité de ce chapitre. On pose un modèle comme ça, et on essaie d'en trouver les paramètres en faisant des expériences correctement choisies sur le sujet. D'accord? Je t'écoute, Baptiste. Une réaction d'ordre 1, c'est que la somme des coefficients, ça vaut 1. Donc, c'est pas que les deux valent 1, alors tu peux avoir plusieurs cas. Tu peux avoir, par exemple, celui-là qui vaut 1, celui-là qui vaut 0, c'est possible. Celui-là qui vaut 1,5, celui-là qui vaut 1,5. Celui-là qui vaut 3,5, celui-là qui vaut moins 1,5, ce genre de choses existe aussi. D'accord? Etc., etc. D'accord? Mais souvent, ce qu'on appelle l'ordre de la réaction, c'est la somme des exposants. On va tout définir, hein, ne vous inquiétez pas, d'accord? C'est juste pour vous faire comprendre pourquoi je balance ce modèle-là comme ça, d'une réaction à ordre, qui traduit en fait factuellement que le choc entre deux molécules va être essentiellement proportionnel à la concentration de ces molécules, à la puissance du nombre de fois où elles sont impliquées dans le mécanisme ensemble. Voilà. C'est rarement plus grand que 3, même égal à 3, pour une raison très conne, c'est que vous allez avoir du mal à faire simultanément pour rencontrer 3 fois la même molécule dans la bonne configuration. Donc très souvent, les ordres sont des valeurs entières, plutôt faibles, d'accord? 0, 1, 2. Alors le 0, ça arrive quand, par exemple, cette réaction-là est très lente et celle-là est très rapide. D'accord? Vous savez très très bien qu'en fait, quand vous avez une vitesse qui est imposée par une succession de deux processus, c'est le plus lent qui impose sa vitesse. Là, dans ce cas-là, par exemple, B, ça vaudra 0, puisqu'en fait, c'est pas lui qui imposera sa vitesse, mais A. On est d'accord là-dessus? Donc voilà l'origine de tout ça. Donc ça revient vraiment essentiellement des mécanismes de base de la réaction. Et c'est comme ça, et d'ailleurs c'est dans l'autre sens, une fois qu'on a trouvé l'ordre, on peut donc trouver le mécanisme sous-jacent qui explique les valeurs des divers paramètres de ce modèle. Vous n'avez pas cette partie-là au programme, mais je passe un peu par ce biais-là pour vous expliquer pourquoi je vais balancer la définition
des réactions à ordre comme ça, la pouf, ça ne va pas nulle part, c'est juste le modèle le plus simple et le plus intelligent, enfin en tout cas, qui a le meilleur compromis, simplicité et intelligence sur la description des cinétiques. C'est clair là-dessus? Bon, bon, on y va, on est parti pour du beau vert, une bonne définition comme on les aime. Voilà. Donc, une réaction est dite à ordre, où elle admet un ordre, comme vous voulez, on tourne autour du pot, si et seulement si sa vitesse volumique peut se mettre sous la forme V égale, donc une constante K, d'accord, fois le produit des activités des coefficients, d'accord, sur le produit sur I réactif, d'accord, donc grosso modo on ne fait un produit que sur les réactifs, des AI puissance QI. Alors en fait, j'hésite un peu à aller directement au fait, ouais, ok, je vais faire ça. Non, ok, je laisse les activités. Ok, AI puissance QI. Ou AI, alors AI vous connaissez, c'est les activités du constituant I. On ne s'intéresse qu'aux réactifs et on va mettre les noms des diverses choses. Alors, K s'appelle la constante de vitesse. K est appelée constante de vitesse. K est une grandeur essentiellement strictement positive, d'accord. Et K, en termes de paramètres physiques, ne dépend que de la température, d'accord. Voilà. C'est K qui va traduire le fait que quand vous changez la température, vous changez la vitesse. Vous voyez que la température n'a aucun impact dans ces histoires-là, d'accord. K dépend de T, mais pas de P. Voilà. Oui, Baptiste? On verra la loi de dépendance après, qui s'appelle la loi d'Arrhenius, mais globalement, pour l'instant, je vous dis juste que K dépend de T, et pas de P. Donc, A ici, je vous rappelle, c'est l'activité du réactif I. Donc, en général, AI sera la concentration du réactif I, c'est un soluté. Je garde les activités au cas où il y aurait de l'eau comme réactif. Pourquoi vous mettiez la concentration en eau, vous mettez la... Oh, d'accord, dans ces histoires-là. Et le dernier truc, c'est la seule nouveauté, c'est QI. QI, c'est ce qu'on appelle l'ordre partiel par rapport au réactif I. D'accord, ça s'appelle comme ça. Ce truc-là n'a aucun rapport avec les coefficients stoichiométriques. D'accord, ça dépend essentiellement du mécanisme, ça n'a rien à voir avec les coefficients stoichiométriques en interne. Ça, c'est l'ordre partiel du réactif petit i. Voilà l'idée pour cette formule. Oui, je t'écoute. En fait, c'est par opposition à ce qui arrive maintenant. Voilà. On définit également l'ordre total, voilà, par Q qui est égal à la somme sur I des QI. Voilà. Et en général, total, on ne le dit pas, mais voilà, l'ordre de la réaction, c'est tout simplement la somme des QI. Donc c'est la réponse que j'ai donnée à Baptiste tout à l'heure. Une réaction d'ordre 1, c'est une réaction où la somme des QI est égale à 1. D'où le fait qu'on parle de partiel précédemment. Voilà, juste ça. On est d'accord là-dessus ?
là-dessus? Voilà l'idée. C'est pas extrêmement compliqué, d'accord? Voilà. Oui, je t'écoute. L'ordre, il est toujours entier. Alors, l'ordre n'est pas toujours entier. Hein, effectivement, j'ai oublié de l'écrire. Je vais le mettre là. Je vais le mettre après. Petite remarque, les QI sont en général des demi-entiers. Des demi-entiers. Euh, Vous n'allez pas à les deviner en général, mais souvent c'est entre -1 et 3. C'est souvent, hein, d'accord? Vous pouvez avoir des trucs bizarres, mais globalement, souvent c'est entre -1 et 3. Ouais. C'est possible que leur total soit pas entier, vu que c'est la somme des ordres partiels. Il n'y a pas de problème, tu peux avoir un ordre total à 3,5 sans aucune forme de problème. D'accord. Oui. Ça peut être négatif. Ça peut être négatif, tout à fait. Entre -1 et 3. Ouais. Qu'est-ce qui explique ceci? Que ce soit négatif, hein, c'est quand en fait, c'est ce qu'on appelle des réactions auto-anti-catalysées. C'est ce qui se passe quand un réactif quand des réactifs va réagir dans une réaction qui consomme le produit final. Ça arrive. En gros, tu as plein de mélanges et il s'avère qu'un de tes réactifs va en fait aller consommer une partie du produit final de façon plus rapide qu'il est formé. Et là, pour le coup, donc, il va contribuer de façon négative à la vitesse de réaction. Voilà. Encore une fois, les mécanismes en moléculaire peuvent être extrêmement compliqués, avec une quantité d'étapes assez élevée, et donc tu peux avoir à un moment donné un truc qui se comporte mal, quoi, dans le sens. D'accord? Voilà. Donc, je le dis dès le départ, les plus courants sont par ordre enfin voilà, les plus courants sont, on va les faire dans cet ordre-là. Donc, le plus courant c'est 1, tout bêtement, parce que c'est juste la concentration du truc. Ensuite, vous avez 2. D'accord? 0, 1,5 et 3,5. Voilà. Donc, si vous devez faire des hypothèses successives, c'est dans cet ordre-là qu'il faut les faire. Globalement, si on vous dit rien, on ne vous aiguille pas, vous prenez le modèle le plus simple, 1. Si ça marche, vous êtes content. Si ça ne marche pas, bah, vous regardez avec 2. D'accord? On va faire des seuils de détection, vous inquiétez pas, il y a des trucs, ça peut aller assez vite. Voilà. Mais très souvent, on est de toute façon obligé de vous aiguiller et de vous dire, en fait, on va vérifier que c'est un ordre 1 ou que vous tombez sur un modèle tellement évident que ça marche bien. D'accord? Ouais. Pourquoi 1 et 2 c'est plus simple que 0? Parce que pour qu'il y ait 0, il faut à un moment donné qu'un de tes réactifs intervienne en vrai, mais intervienne dans une réaction très rapide par rapport à des réactions très lentes avant. Donc c'est pas plus rare a priori, enfin ça existe, il n'y a pas de problème, mais c'est juste un peu plus rare. C'est pas, voilà, c'est vraiment un truc très à la louche là pour le coup. Ok, donc ces histoires. On est au clair là-dessus? Voilà. Voilà. Alors, petite remarque, il y a un truc que je n'ai pas fait mais qu'il faut faire à un moment donné ou à un autre, c'est l'unité de K. D'accord? Alors regardez, moi j'ai effacé la formule, mais vous devez l'avoir sous les yeux, en tout cas elle ne va pas être très très loin. Vous voyez que l'unité du K, ça va être une unité extrêmement bizarre. D'accord? On va essayer de la démontrer ensemble pour faire ça proprement. Donc, en termes d'unité, on a que la dimension de V, c'est égal à la dimension de K. Et c'est quoi la dimension de tout le produit, en fait, si jamais c'est que les concentrations? En termes d'unité, si AI est égal à CI, d'accord? Oui. Alors, on va faire un truc simple, mais grosso modo, vous voyez que c'est un produit de concentration à la puissance QI. D'accord? Donc, c'est des concentrations à la puissance somme de QI. Autrement dit, c'est une concentration à la puissance somme de QI. C'est écrit là. Q, d'accord? Donc, c'est V égale K fois une concentration à la puissance Q. D'accord? Or, ça, là, c'est une concentration divisée par un temps. Ok? Et donc, en fait, ça, c'est un truc qui me semble important à savoir, surtout à savoir redémontrer, c'est que la dimension de K, c'est en fait des litres
litre puissance Q-1, facteur de mol puissance 1 moins Q. D'accord. Non, je dis des conneries. Là, c'est des mols par litre. C'est ça, oui. 1 moins Q, multiplié par des secondes moins 1. Donc, c'est une unité un peu bizarre, d'accord, qui s'adapte en fait finalement à ce modèle un peu particulier. Oui. Q est sans unité, sans aucune forme de problème. Ça se voit. Sinon on a un petit souci dans cette histoire. D'accord. Oui, lui. Alors, c'est pour ça que je suis toujours un peu embêté quand je mets les activités. D'accord. Parce qu'en fait, en vrai, c'est les concentrations extrêmement souvent et donc on réadapte l'unité de K pour que ça marche bien. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a un petit tour de passe-passe sur les unités dans cette histoire-là. D'accord. Mais c'est juste histoire que si vous avez de l'eau en réactif, vous mettiez un 1 dans cette histoire et après, voilà. Mais on peut aussi dire que pour le solvant lors du tour 0, c'est ce qui revient un peu au même, mais bon. On est d'accord là-dessus? Voilà l'idée. Donc pour vous, vous pouvez vraiment considérer que dans la formule, c'est des concentrations, ça ne me pose pas de problème majeur. Voilà l'unité de K. Donc vous voyez, c'est une unité bizarre, vous pouvez avoir des unités un peu étranges, et en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'unité de K dépendra essentiellement de l'exercice dans lequel vous êtes en train de travailler, puisque vous pouvez avoir Q égale 1, Q égale 2, Q égale 3,5, Q égale 5,5, Q égale 4, Q égale 5. Et donc vous aurez des unités un peu bizarroïdes dans cette histoire-là qui n'ont pas de sens physique extrêmement profond, par ailleurs. On est d'accord là-dessus? Voilà. On est parti. Troisième petit paragraphe qui est extrêmement important, c'est le temps de demi-réaction. C'est juste un paragraphe de définition. L'idée est la chose suivante, on va appeler temps de demi-réaction le temps qu'il faut pour que, en fait, la moitié du réactif limitant soit consommée. C'est ça la vraie définition. D'accord. Donc, alors en fait, alors je ne sais plus, parce que comme vous faites plus de bio, je ne sais plus si vous connaissez ça. La désintégration radioactive, ça vous parle? Voilà, donc le temps de demi-réaction, c'est juste le terme générique. Et en fait, ce qu'on appelle la demi-vie dans la désintégration radioactive, c'est exactement la même chose. Alors, la désintégration radioactive, pardon, un truc particulier, c'est comme il n'y a qu'un seul réactif, ben c'est forcément le réactif limitant, vu qu'il est tout seul. Okay. Donc là, c'est un peu plus large, mais c'est la même chose. Donc on appelle temps de demi-réaction le temps au bout duquel la moitié du réactif limitant a disparu. Alors, petite remarque. Apprenez cette définition comme ça et proprement. Parce que si un jour dans un exercice tombez sur le temps de 3/4 réaction, alors je vais vous faire la formule et vous allez comprendre pourquoi il y a un petit souci. D'accord. Donc, bien entendu, si vous voulez traduire ça de façon formelle, c'est que on a donc que x à t1,5, c'est égal tout simplement à quoi? Ouais. Il n'y a pas de x au 0, ça veut rien dire. X initial, ça vaut 0. X varie de 0 à combien? Ouais. X max. D'accord. Donc X max sur 2. Voilà ce que c'est que le temps de demi-réaction. D'accord. Voilà. Oui. Non. Personne t'a dit que X avait une dépendance linéaire en temps. D'accord. Bah, c'est tout à fait ce qui se passe, effectivement. Mais X actuel égal à X max sur 2. J'ai aucun problème. Oui. Il est en indice, oui, c'est le temps de demi-réaction. Alors, ça, c'est bien entendu la formule que vous allez utiliser tout le temps, mais elle a un problème définitionnel. D'accord? Je
j'explique pourquoi. Si je vous dis, c'est quoi le x 3 quarts réaction? Le temps 3 quarts. D'accord? Ouais. C'est effectivement, non, voilà, c'est ça la vraie question. C'est qu'en fait, quand l'autre, donc l'idée c'est que quand la moitié, en fait c'est une histoire de vocabulaire et de, de comment on apprend la truc. Vous pourrez par exemple prendre exactement la même définition et dire on appelle temps de demi-réaction le moment où il reste la moitié du réactif limitant. On est d'accord que c'est exactement la même chose pour 1,5. Sauf que bien entendu, si je veux généraliser ça à 3 quarts, bah, le temps de 3 quarts réaction, c'est pas le temps où il reste 3 quarts du réactif limitant, c'est le temps où on a bouffé 3 quarts. Et là, pour le coup, c'est pas la même chose. Donc, quand je vous dis d'apprendre cette définition soigneusement, c'est qu'on parle bien de ce qui a été consommé et pas de ce qui reste. Même si, pour bien sûr T1,5, ça reviendrait au même comme définition, mais c'est juste que si un jour on vous dit le temps de 3 quarts réaction ou le temps de 2 tiers réaction, là, vous faites un copier-coller dans la définition et ça marche extrêmement bien. D'accord? Et ce sera effectivement xt1,5 vaut 3 quarts de x max. D'accord? xt 3 quarts, on aura 3 quarts de x max sans problème majeur. Lisez bien les énoncés. Il faut avoir des trucs très forts du genre, bon, voilà, au bout de tant de temps, on a consommé 99% du problème. D'accord? Donc, méfiez-vous de comment ça se passe au niveau des fractions. D'accord? Donc, il en reste 1%. Encore, il y a des espèces de trucs comme ça, il faut juste bien lire. On est clair là-dessus, c'est bon sur le temps de demi-réaction? C'est pas très très compliqué. Ok. Donc, si vous avez une décroissance exponentielle, c'est là où vous allez retrouver le log de 2. D'accord? Parce que c'est le moment où exponentielle de moins t sur tau max est égal à 1,5, d'accord? Et donc là, vous allez trouver effectivement un truc en logarithme de 2 qui est la demi-période radioactive que vous connaissez déjà, selon toute probabilité. Ok? Voilà. Pas grand-chose d'autre. Petit 4. Loi d'Arrhenius. Voilà, loi d'Arrhenius. Alors, l'idée est la chose suivante. Est-ce que vous avez déjà vu un feu de cheminée? Même à la télé. Ouais. Arrhenius, il y a 2 R et un US à la fin. C'est un genre de nom latin un peu bizarre. L'idée est relativement simple. Vous savez que le bois, ça brûle. On est d'accord? Jusque-là, tout va bien. Mais ça brûle pas. Je veux dire, vous mettez du bois là, comme ça, vous le posez, il ne se met pas à brûler tout seul, globalement. Pourquoi? Ouais. Il faut du feu et le concurrent, c'est le bois. Enfin, non, le concurrent, il est là, c'est de l'oxygène, pardon. Il est là, d'accord? Mais il faut du feu. C'est quoi le feu? Mais le bois, il fait du feu quand il brûle. C'est quoi le feu? Merde. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le feu? Ouais. La combustion est une réaction chimique, tout à fait. Ouais. Non, enfin, comme ça, ex nihilo, quoi. Pouf. Il produit du carbone comme ça. Là c'est plus qu'une réaction nucléaire. Là, c'est boum, quoi. Ouais. Effectivement, une flamme, c'est du gaz très chaud, on est d'accord. Donc une flamme, en fait, est simplement un indicateur de température. D'accord? Dont la couleur dépend essentiellement de la température. Hein. Plus c'est chaud, plus ça tend vers le bleu, d'accord? Plus les raies d'émission des gaz qui sont dedans. Alors déjà, je vous ai menti, le bois, ça ne brûle pas, à aucun moment. D'accord? Le bois, ça se pyrolyse, et le gaz issu de la pyrolyse du bois brûle. D'accord? Voilà. D'accord? Aucun solide ne brûle, jamais, ça n'existe pas. Les solides, ça ne brûle pas. Les liquides non plus. Le gaz, ça brûle, et les solides se transforment en gaz de façon superficielle lorsque la température atteint une certaine valeur. D'accord? Voilà. Oui. C'est exactement ça qui se passe. D'ailleurs, vu la quantité de flotte qu'il y a dans toi avant que tu prennes feu, il va falloir te battre. En général, ce qui prend feu, c'est un truc qu'on a mis sur toi. Vous ne faites pas ça chez vous. Voilà. Mais en général, c'est ça. D'accord? Toi, t'es juste de la flotte, globalement, voilà. En gros, si on essaye de faire monter la température d'un corps humain massivement, ça va s'arrêter à 100 degrés le temps que toute l'eau soit évaporée. Ce qui est probablement pas la meilleure façon de passer de vie à trépas, mais voilà ce qui se passe. Majoritairement, tu te mets à bouillir avant. Voilà. Ouais. Ouais. En fait, il y a du gaz
fait, la surface du bois se transforme en gaz, et c'est ce gaz-là qui brûle. D'accord ? Voilà. Alors maintenant, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans cette histoire. Quand vous commencez à approcher une flamme de quelque chose, la seule chose que vous faites, c'est augmenter localement la température. La flamme est uniquement un indicateur de température. Il n'y a rien de mystique dans cette histoire, il n'y a rien de magique, il n'y a pas d'ingrédient chimique secret. En particulier, dans une flamme, il n'y a plus d'oxygène, vu que ça brûle. Enfin, en tout cas, c'est en cours. D'accord ? Et donc, en fait, ce que vous êtes en train de découvrir là, c'est qu'il y a des réactions chimiques. Alors là, je parle d'une combustion, c'est la plus simple, mais il y en a d'autres. Par exemple, vous sortez, je ne sais pas moi, une pomme de terre, vous la posez sur le plan de travail, vous revenez 4 jours plus tard, elle n'est pas cuite. Même si vous l'avez mise dans l'eau, je veux dire. On est d'accord. Et puis tout d'un coup, vous la mettez dans l'eau bouillante, et puis elle cuit. Mais je veux dire, vous n'avez rien rajouté de nouveau, vous n'avez rien rajouté de chimique dans cette histoire. C'est la même patate et la même flotte. D'accord ? L'eau ne change pas de nature quand vous la chauffez. Et vous savez qu'en fait, vous avez pas besoin de la faire bouillir l'eau. Si l'eau elle est à 80 degrés, ça marche. Ça va juste être un peu plus lent. Mais vous voyez qu'il y a un phénomène de bascule. C'est pas uniquement une question du temps que ça prend. Vous savez très bien que si vous faites cuire des pommes de terre à 70 degrés, ça va être hyper long, alors qu'à 100 degrés c'est mieux et qu'à 110 c'est encore mieux dans une cocotte minute. D'accord ? Mais globalement, vous voyez qu'il n'y a pas que ça. Il y a un effet de seuil. Il y a une température en dessous de laquelle il se passe que dalle. D'accord ? Ça signifie la chose suivante. Quand vous avez vos molécules qui se rencontrent, si elles se rencontrent avec une énergie cinétique trop faible, d'accord ? Il s'avère que grosso modo, vous avez en fait vos liaisons chimiques, d'accord, qui sont a priori comme ça, d'accord, voilà, et que grosso modo, l'énergie cinétique du choc doit dépasser une certaine valeur pour se barrer de l'étalier. Parce que c'est exactement ça dont on est en train de parler. En fait, une liaison chimique, c'est un étalier, d'accord ? Et à un moment donné, vous devez lui fournir une énergie suffisante pour qu'il change d'étalier. D'accord ? Ça, c'est votre état initial. Et de l'autre côté, vous avez votre état final. D'accord ? L'énergie nécessaire pour que ça passe s'appelle l'énergie d'activation. En dessous d'une certaine température, quoi qu'il arrive, vos chocs seront jamais efficaces. D'accord ? Vous allez faire boing, 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 et c'est tout. Si vous commencez à atteindre la température qui va bien, vous allez avoir statistiquement des chocs qui vont réussir à passer ici et d'autres qui vont moins bien se passer, ça dépend de la statistique. Et plus vous allez monter la température, plus le nombre de chocs qui va vous permettre de passer ce truc-là va être efficace. Ça, c'est la raison pour laquelle, en général, augmenter la température augmente la vitesse de réaction. D'accord ? Sauf si vous avez des réactions catalysées dans l'autre sens qui sont elles-mêmes encore plus augmentées par la température qu'eux. D'accord ? Et ensuite, vous avez un autre truc. Vous voyez, j'ai mis mon état final ici. Mais j'aurais pu le mettre ici. Si votre état final il est en dessous de celui-là, vous avez une réaction exothermique. Autrement dit, vous avez passé cette barrière-là, mais in fine, vous avez relancé l'énergie. C'est ce qui fait dans une combustion. Quand vous commencez à faire brûler quelque chose, les combustions sont en général extrêmement exothermiques, donc vous maintenez la température de l'autre côté élevée, donc vous pouvez continuer à faire le boulot. Si au contraire vous avez une réaction endothermique, bah, vous allez faire brûler le truc, mais il va pomper de l'énergie pour brûler, et puis c'est fini. C'est ce qui se passe quand vous brûlez du bois mouillé. Vous essayez en tout cas de brûler du bois mouillé. Ouais. Tout à fait, mais en fait, tu sais ça. Tu conserves les aliments dans un frigo, jusqu'à preuve du contraire, ou dans un congélateur, si tu veux qu'il ne se passe rien. Conserver les aliments dans un congélateur, c'est garantir qu'à aucun moment, aucune réaction, quelle qu'elle soit, sera capable de passer ce pic-là. Bon, terminé, au revoir. Voilà, ouais. L'état initial ne change pas. Je vais chauffer une pomme de terre. Mais la pomme de terre, elle n'est pas chauffée. Mais l'état initial, il ne bouge pas, c'est l'état initial. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Ce qui change, c'est les chocs des molécules. C'est l'énergie cinétique du choc. C'est la seule chose qui change. D'accord ? La patate, elle est là. Et quand tu lui fais un choc, elle monte et elle redescend. D'accord ? Si tu la cognes assez fort, elle va basculer et elle va sauter. Ouais. Donc en fait, dans ce cas-là, on a une espèce d'énergie potentielle qui est proportionnelle à la température. C'est pas une espèce d'énergie potentielle, non. C'est littéralement une énergie potentielle et c'est l'énergie cinétique qui est proportionnelle à la température. Donc votre énergie potentielle est donnée et votre énergie cinétique initiale, elle vous permet de passer le sommet ou pas. L'efficacité du choc, donc l'énergie cinétique. Oui, ça va augmenter l'activité des espèces qui sont
augmente, non, pas leur activité, ça augmente leur énergie cinétique quand ils se rencontrent. C'est ça l'idée. Ouais. Alors, à micro-ondes, rien à voir, enfin, rien à voir. Enfin, un micro-ondes, tu fais juste tu augmentes l'énergie cinétique des molécules d'eau, et ensuite, par contact des molécules d'eau avec le reste, ça se propage. Ouais, terminé. Ouais. Il y a que la température qui inscrit sur l'énergie cinétique. Exactement, l'énergie cinétique, c'est exactement proportionnel à la température avec une constante entre 2 qui est la constante de Boltzmann. Voilà. Ouais. Bah oui, puisque c'est stable dans l'autre sens. Tu peux pas décuire une pomme de terre, non, effectivement. Ça veut dire que l'énergie d'activation dans l'autre sens est très très élevée. Ça s'appelle l'énergie d'activation, ça. Et que si tu essaies de monter à la température qui pourrait revenir en arrière, globalement, en fait, tu vas croiser ce qui se passe avec tous les aliments quasiment. Tu vas tomber sur l'énergie d'activation d'une autre réaction qui est la température d'activation de la carbonisation, qui arrive vers 210 degrés. Où tu transformes directement toute la matière organique en charbon. Voilà, simple. Voilà, ça fait cramer ta bouffe. La version simple, c'est ça fait cramer ta bouffe. C'est la raison pour laquelle vous mettez de la matière grasse ou de l'eau quand on fait de la cuisine. C'est que l'huile bout à 180 degrés, 190 degrés, enfin pardon, à 200 degrés des patates, d'accord. Donc grosso modo, tant qu'il y a de l'huile, ça ne dépasse pas ça. Et donc ça n'atteint pas la température de carbonisation. D'accord. Là je parle aux gens qui savent faire la cuisine. Et l'eau, ça ne dépasse pas 100 degrés. Tu sais que tu ne peux pas faire cramer un truc quand tu le fais bouillir. C'est juste impossible. Tu peux mettre le feu pleine balle en dessous, tu fais ce que tu veux de ta vie. Bah si, ça marche, si vraiment l'eau s'évapore tellement bas que... voilà, mais faut y mettre du sien quand même, globalement. D'accord. Mais c'est tout. Ouais. J'en ai pas. Ça, ce sera éventuellement l'avancement de la réaction. Et ça, c'est l'énergie potentielle du système global. Ça, c'est l'énergie. Alors, ça, c'est l'énergie d'activation. Donc, grosso modo, c'est pour faire comprendre comment ça marche. En gros, cette énergie d'activation, elle est souvent exprimée en température. Vous avez peut-être appris un jour dans votre vie que la température de dénaturation des protéines, c'est 69 degrés. D'accord. Ça s'appelle faire cuire des trucs. Vous ne pouvez rien faire cuire en dessous de 69 degrés, ça n'existe pas. Parce que les liaisons dans les protéines ne se cassent pas en dessous de 69 degrés. Pour les plus fans de littérature d'entre vous, vous savez peut-être que l'énergie d'activation du papier, c'est effectivement 451 Fahrenheit. Là, parce qu'il faut avoir lu un jour dans sa vie quand même. Regardez le film de Truffaut qui va avec, s'il y a que ça pourra vous faire plaisir. D'accord. Il existe un livre, c'est le Fahrenheit 451, qui est effectivement la température d'auto-ignition du papier. C'est la température où le papier se met à brûler tout seul. D'accord. Voilà. Vous n'avez pas besoin de flamme pour faire brûler du papier. Hein. Il suffit simplement de monter la température. Ça brûle tout seul. D'accord. Vous pouvez faire le truc, ça marche très très bien. Vous mettez une feuille de... Enfin non, ne le faites pas, ça c'est pardon, je non, pardon. Non. Mais si jamais vous faites la connerie d'oublier un morceau de papier dans un four, ouais, vous laissez un emballage ou une connerie comme ça, voilà, ça peut vous arriver, ça arrive, d'accord. Vous allez sortir vite, mais c'est ça qui se passe. Ouais. Oui. Non, c'est plein de flotte. Donc tu vas d'abord bouillir. Et après tu vas pyrolyser. C'est pas très compliqué en fait. Un être humain, c'est grosso modo du carbone avec de la flotte. Donc au départ, si tu surchauffes un être humain, il va d'abord intégralement se vaporiser. Et après, tu as les graisses qui vont bouillir, à 210 à peu près. Et ensuite, tu vas carboniser l'intégralité du truc et transformer tout en charbon. Mais c'est normal, hein, c'est juste un bout de viande très mouillé, un être humain vivant. C'est pas quelque chose près. Oui. Non, les liaisons, c'est les liaisons chimiques. Mais c'est des étaliers, effectivement. Une liaison chimique, c'est un étalier. Hein. Littéralement, c'est écrit dans le titre. Hein. C'est que grosso modo, tes deux molécules, elles sont contentes d'être ensemble parce qu'elles sont dans un minimum d'énergie potentielle. Elles oscillent autour avec la température, et si la température est trop élevée, ça casse et ça va ailleurs. Simple. Ouais. Ouais. Ça va redescendre direct derrière. C'est un état d'équilibre instable. Oui, en fait, c'est un état d'équilibre instable, c'est exactement comme en méca. Donc tu peux revenir en arrière, ou si tu as assez d'énergie cinétique, tu vas passer à l'état d'après. Non, ça jamais. On ne peut jamais atteindre un état d'équilibre instable en fait, en général. Voilà, c'est juste pas possible. Ouais. Si la température ambiante est plus élevée, c'est donc plus facile de faire du feu. Sauf que les températures impliquées pour faire du feu sont effectivement telles que, grosso modo, ça dépend, ça s'appelle plus élevé, quoi. D'accord. Voilà. Mais, a priori, oui. Enfin, mais, en toute rigueur,
ça se compare pas trop, quoi. Mais après, en vrai, je pourrais répondre oui, ça se voit parce que c'est l'été qu'il y a les feux de forêt, quoi. En vrai, ça n'en parle, mais sauf que c'est pas lié à la température, c'est surtout lié au taux d'humidité. C'est que c'est plus facile de faire brûler un truc où il n'y a pas d'eau dedans. Et donc, quand tu as une température élevée, l'eau se barre d'abord, et tu as perdu ton tampon pour empêcher que ça brûle. Voilà. Ouais. Pas bien entendu la question, donc je sais que c'est la même, mais il faut un maximum d'énergie potentielle. Ça veut dire c'est quelque chose qui se subit facilement. Non, ça veut dire que tu as une barrière. En fait, l'idée, c'est vraiment, il faut que vous compreniez qu'il y a un truc très con. C'est que on va faire des dessins de situation. D'accord? Par exemple, le papier, c'est un truc qui brûle hyper facilement, mais qui dégage très peu d'énergie. Vous savez, vous ne pouvez pas vous chauffer avec du papier. Donc, du papier, ça va être ça, par exemple. Ça va avoir cette tronche-là. Facile à faire brûler. Autrement dit, passer de là, c'est facile. Et la différence entre ça et ça, c'est très faible. D'accord? Ça sera probablement un tout petit peu en dessous, parce que c'est légèrement exothermique, mais ce ne sera pas foufou pour vous chauffer. Si vous dessinez du bois, par exemple, du bois, ça va être comme ça. C'est difficile à chauffer, à faire brûler, mais une fois que ça brûle, par contre, ça dégage de l'énergie extrêmement facilement. D'accord? Voilà. Si vous mettez un explosif, vous descendez ça encore plus bas, et la stabilité de l'explosif est essentiellement liée à la hauteur de ce truc-là. D'accord? Une molécule instable, par définition, c'est un truc où ça, à température, c'est en dessous de la température ambiante. Globalement. D'accord? C'est un truc qui va se détruire tout seul, par choc, directement. D'accord? Une réaction biologique, par exemple, la température associée à ça, c'est plutôt de l'ordre de quelques degrés, d'accord? Mais quand vous commencez à tout geler, à moins 20, en fait, la température est plus assez, etc., etc. Ouais. Pourquoi il y a des matières qu'on ne peut pas brûler, comme les cailloux, par exemple? Tout simplement parce que, en fait, les cailloux ne s'évaporent pas en surface, et donc tu vas les faire fondre avant. Et après, tu vas les faire s'évaporer. Et puis, ensuite, il faut qu'il y ait une combustion, et pour qu'il y ait une combustion, en général, il faut qu'il y ait un peu du carbone quand même. Mais après, tu peux faire brûler des trucs, hein. Ça va finir par marcher. Tout finit par devenir gazeux. La question, c'est quelle est la température impliquée. Mais faire fondre des cailloux, la Terre fait ça très très bien, ça s'appelle un volcan. Marchand, il n'y a pas de problème majeur. Pas besoin d'aller chercher le cœur d'une supernova pour faire ce genre de bêtises. Faire fondre des cailloux, on sait faire. Voilà. Ouais. Et une étincelle, c'est quoi? C'est une mini-flamme du coup? Une étincelle, c'est juste un endroit où tu vas monter la température. Tu vas monter la température, et si tu as effectivement un composé très instable juste à côté, ça, et surtout exothermique, tu vas, pouf, faire la petite bascule. Ensuite, tu vas augmenter la température par augmentation d'énergie, et là, après, tu as une formulation de proche-proche qui marche très très bien. D'accord? Voilà. C'est ce qui se passe avec du gaz, par exemple, etc. Un truc avec du gaz, n'importe quoi. Ouais. Mais je comprends pas la différence. En fait, je comprends pas la question. Le plasma, c'est la matière ionisée. Voilà, c'est un gaz ionisé, ça n'a rien à voir. Alors, ça peut être froid, un plasma. C'est pas très bon. L'ionosphère, c'est un plasma. L'ionosphère, une partie de la sphère s'appelle l'ionosphère, où l'air est ionisé par les rayonnements solaires, c'est un plasma. L'air ionisé, c'est pas, ça brûle pas, c'est pas chaud. Je pense que c'est plutôt froid. Okay. On écrit à la loi d'Arrhenius vendredi, je vous laisse partir, puisque vous avez à maths, pas cantine, maths.